Mon nom est Ronnie, j'ai 35 ans, et je viens de voir le dîner de famille exploser en chaos. Après avoir perdu ma fille Émilie d'un cancer l'année dernière, j'ai découvert quelque chose d'impardonnable. Mes parents finançaient secrètement l'éducation privée des enfants de ma sœur, tout en me disant qu'ils ne pouvaient pas aider pour le traitement d'Émilie. Pendant des années, Jessica a été l'enfant préféré. Mais ce soir, ce favoritisme a finalement éclaté au grand jour. La vérité sur la chance perdue d'Émilie a frappé la table comme une bombe. Avant de vous raconter comment la table du dîner a explosé ce soir, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui vous ont fait du tort. Ayant grandi dans la banlieue du Michigan, les signes étaient toujours là, mais je n'ai jamais voulu l'admettre. Notre famille semblait normale de l'extérieur, une maison de classe moyenne, 2 enfants, des dîners de famille. Mais sous cette façade couraient des courants de favoritisme qui allaient culminer dans la trahison la plus douloureuse de ma vie. Mon père, Harold, a fait carrière comme ingénieur mécanicien. Il était sévère, pragmatique, et avait des attentes élevées. Ces attentes, cependant, semblaient se plier et changer selon l'enfant à qui il s'adressait. Ma mère, Martha, travaillait comme enseignante dans une école primaire avant de prendre sa retraite. Elle projetait de la chaleur vers la communauté, mais elle nourrissait un système de jugement complexe dont j'ai ressenti le poids dès mon plus jeune âge. Puis il y avait Jessica, ma sœur, 2 ans plus jeune, et la favorite incontestée. Ses bulletins scolaires obtenaient des places d'honneur sur le réfrigérateur, tandis que les miens étaient accueillis par des questions sur la raison pour laquelle ce B+ n'était pas un A. Quand Jessica a remporté son concours régional d'épellation en 8e année, mes parents ont emmené toute la famille au restaurant le plus chic de la ville. Quand j'ai atteint les finales d'état du concours scientifique la même année, j'ai eu une tape sur l'épaule et un « bon travail ». Ces disparités ont continué au lycée. La participation de Jessica au club de débat justifiait de nouvelles tenues et des voyages le week-end pour les compétitions. Mon intérêt pour la programmation informatique était considéré comme un simple jeu sur ordinateur. Le schéma était constant, mais suffisamment subtil pour que sans plaindre ressemble à de la jalousie mesquine. L'université a marqué un autre contraste frappant. Je travaillais 20 heures par semaine au service informatique du campus et contractais des prêts pour couvrir ce que mes bourses ne couvraient pas. Pendant ce temps, Jessica bénéficiait d'une bourse complète, non pas grâce à des bourses au mérite, comme elle le laissait croire, mais grâce au chéquier de nos parents. Je n'ai découvert cela que des années plus tard, lorsque maman a accidentellement mentionné leur paiement mensuel lors d'un dîner de Thanksgiving. Malgré tout, j'ai essayé de construire ma propre vie. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai décroché un poste de spécialiste informatique à l'hôpital Riverside Memorial. Le salaire était bon, les avantages solides, et le travail suffisamment intéressant. À 25 ans, j'ai épousé Sarah, ma petite amie de l'université. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et tout semblait se mettre en place. Émilie est arrivée quand j'avais 27 ans, un minuscule paquet avec des yeux curieux et un sourire capable d'illuminer la pièce la plus sombre. Dès le jour de sa naissance, elle est devenue mon monde. Sarah, cependant, a eu des difficultés avec la maternité d'une manière que nous n'avions pas anticipée. La dépression postpartum a fait place à une distance croissante, et lorsqu'Émilie a eu 3 ans, Sarah a décidé qu'elle ne pouvait plus assumer la parentalité. Le divorce fut rapide. Sarah a déménagé dans l'Oregon pour un nouveau départ et n'a maintenu qu'un contact sporadique avec Émilie par le biais d'appels vidéo occasionnels lors des anniversaires et de Noël. Devenir père célibataire n'était pas dans mes plans, mais Émilie et moi avons trouvé un rythme. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins. Elle voulait toujours que les fraises soient coupées en forme de cœur. J'organisais mon emploi du temps pour pouvoir aller la chercher à l'école, et nous passions nos soirées à construire des créations Lego élaborées ou à lire des histoires où elle insistait pour faire toutes les voix des personnages. Pendant que je reconstruisais ma vie autour de ma fille, la trajectoire de Jessica continuait sur son chemin doré. Son diplôme en droit d'une université de l'Ivy League, financé entièrement par nos parents, lui a valu un poste dans un cabinet prestigieux, bien qu'elle ait démissionné au bout de 2 ans après avoir épousé Richard, un gestionnaire de patrimoine travaillant dans l'une des plus grandes banques du Midwest. Leur mariage fut une affaire élaborée dans un complexe au bord d'un lac, nos parents rayonnant de fierté et couvrant au moins la moitié des dépenses considérables. En l'espace de 3 ans, Jessica a donné naissance à des jumeaux, Alexander et William. Mes parents se sont transformés en grands-parents du jour au lendemain, achetant des tenues sur mesure et conduisant 2 heures à l'aller chaque week-end pour leur rendre visite. Leur comportement avec les jumeaux contrastait fortement avec leurs interactions avec Émilie.
Bien qu'ils se souviennent de ses anniversaires et l'emmenaient faire du shopping de temps en temps, il y avait toujours une différence palpable dans leur enthousiasme. Jessica et Richard ont construit une maison de 5 chambres à Lakeview Hills, le quartier le plus exclusif de notre région. Leur maison a fait la une d'un magazine local dans un reportage sur l'art de vivre de luxe, avec une cuisine professionnelle que Jessica utilisait rarement, et un home cinéma où Richard organisait des soirées pour regarder le football. Ils prenaient des vacances annuelles en Europe ou sur des îles tropicales, documentées méticuleusement sur les comptes de médias sociaux de Jessica. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu une relation avec mes parents par sens du devoir et dans l'espoir qu'Emily aurait des grands-parents dans sa vie. Nous assistions au dîner du dimanche chez eux 2 fois par mois, où les réussites de Jessica, ou plus souvent celles de ses enfants, dominaient la conversation. Je regardais Emily essayer de partager des histoires sur l'école ou son dernier projet artistique, seulement pour être interrompue par des nouvelles du récital de piano ou des cours de natation des jumeaux. Le sentiment d'avoir des droits de Jessica grandissait d'année en année. Elle s'attendait à ce que nos parents vieillissants fassent du babysitting à la dernière minute, se plaignait lorsque les cadeaux d'anniversaire n'étaient pas assez extravagants, et parlait avec condescendance de ma modeste maison de plain-pied à 3 chambres. Pourtant, nos parents ne la réprimandaient jamais, se contentant de trouver des excuses pour son comportement ou de changer de sujet. Malgré tout cela, Emily adorait ses grands-parents. Elle leur faisait des cartes faites main pour leurs anniversaires et choisissait toujours des cadeaux de Noël attentionnés avec l'argent de sa petite allocation. Elle ne remarquait jamais, ou du moins ne mentionnait jamais, comment ses cousins recevaient plus d'attention et d'éloges. Sa capacité à aimer sans compter a rendu ce qui s'est passé plus tard d'autant plus dévastateur. Le jour qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Emily, 8 ans et pleine d'énergie, se plaignait de fatigue depuis quelques semaines. J'avais remarqué des ecchymoses sur ses jambes qui semblaient excessives pour une enfant qui jouait normalement. Elle avait un rhume persistant qui ne voulait pas disparaître. Rien d'alarmant isolé, mais suffisamment combiné pour que je prenne rendez-vous chez le médecin. Je m'attendais à des antibiotiques pour une infection ou peut-être à des suppléments de fer. Au lieu de cela, notre médecin de famille a paru inquiet après avoir examiné Emily et a ordonné des analyses de sang immédiatement. Ce soir-là, nous étions assis dans le bureau d'un oncologue à l'hôpital pour enfants, essayant de comprendre des mots qui semblaient impossibles. Leucémie lymphoblastique aiguë, agressive, avancée. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou de biopsies de moelle osseuse, d'autres analyses de sang, de consultations, et les questions effrayées d'Emily auxquelles je luttais pour répondre honnêtement tout en maintenant l'espoir. Le docteur Graham, un spécialiste en oncologie pédiatrique avec des yeux gentils et une manière douce, a expliqué le protocole de traitement, une chimiothérapie intensive commençant immédiatement, suivie d'un traitement d'entretien pouvant durer des années. « Papa, vais-je mourir ?» a demandé Emily. Lors de notre 3e nuit à l'hôpital, sa petite main agrippant la mienne, ses cheveux encore intacts, mais pas pour longtemps. « Non, mon cœur, lui ai-je dit, avec une conviction que je voulais désespérément ressentir. Nous allons nous battre contre ça ensemble. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Son sourire, ce sourire qui avait toujours été mon encre, a vacillé, mais a tenu bon. D'accord, mais puis-je quand même avoir de la glace au petit déjeuner? Parfois, la glace au petit déjeuner devient une règle officielle quand on se bat contre le cancer. J'ai promis, déglutissant la boule dans ma gorge. Alors qu'Emily commençait le traitement, le désastre émotionnel était égalé par une autre dure réalité, le fardeau financier. Mon assurance couvrait le protocole standard, mais le docteur Graham avait mentionné une thérapie ciblée plus récente, montrant des taux de succès remarquables pour les marqueurs génétiques particuliers d'Emily. Le hic, c'est qu'elle était encore considérée comme expérimentale selon les normes d'assurance et coûterait près de 78 000 $ de ma poche. J'ai passé des nuits à feuilleter des feuilles de calcul après qu'Emily se soit endormie. Mes économies, environ 35 000 $ mises de côté pour ses études universitaires, couvriraient moins de la moitié du traitement. J'ai pris des quarts de travail le week-end et le soir, conduisant pour une société de covoiturage, rentrant épuisé pour examiner les factures médicales et rechercher des programmes d'aide. Un collègue m'a aidé à créer une campagne GoFundMe qui a récolté 12 000 $. Généreux, mais toujours loin de ce dont nous avions besoin. Les actualités locales ont couvert l'histoire d'Emily, et quelques petites entreprises ont organisé des collectes de fonds. Chaque dollar aidait, mais l'écart restait substantiel, et le temps pressait pour que le traitement soit le plus efficace possible. Avec réticence et fierté ravalée, j'ai abordé mes parents un dimanche après le dîner, pendant qu'Emily jouait avec les jumeaux dans le jardin. Nous nous sommes assis à leur table de cuisine,
le même endroit où les discussions familiales avaient eu lieu tout au long de mon enfance. Maman, papa, je dois vous parler de quelque chose d'important. J'ai commencé mon discours répété, soudainement inadéquat. Le traitement standard d'Émilie est couvert, mais il existe une thérapie spécialisée qui pourrait améliorer considérablement ses chances. L'assurance ne la couvre pas, et il me manque encore environ 30 000 $. Le visage de mon père s'est immédiatement tendu. Combien coûte ce traitement? Quand je lui ai dit le montant total, il a sifflé doucement. C'est beaucoup d'argent pour quelque chose d'expérimental. Il a montré un taux de réussite de 70% dans des cas comme celui d'Émilie, ai-je expliqué, sortant les articles de journaux médicaux que j'avais imprimés. Le traitement standard n'offre qu'environ 40%, ma mère a jeté un coup d'œil au papier, mais ne les a pas pris. Nous avons un revenu de retraite fixe, Ronnie. Tu le sais. Je ne demande pas un cadeau, ai-je clarifié. Ce serait un prêt. Je peux vous le rembourser avec le temps. Ils ont échangé un regard que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Mon père s'est raclé la gorge. Nous devrons examiner nos finances et voir ce qui est possible. Nous ne faisons aucune promesse. Nous prierons pour Émilie, a ajouté ma mère, tapotant ma main. Dieu agit de manière mystérieuse. Je suis parti avec de vagues assurances qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Les jours ont passé, puis les semaines, sans aucun suivi de leur part. Quand j'appelais pour demander, il y avait toujours des excuses. Ils étaient toujours en train de régler des choses. Ils devaient parler à leur conseiller financier. Ils avaient des dépenses inattendues. Pendant ce temps, Émilie commençait la chimiothérapie. Ses beaux cheveux bruns tombaient partout jusqu'à ce que nous en fassions un jour spécial pour lui raser la tête ensemble. Elle a nommé son poteau de perfusion Ferdinand et a dessiné un visage souriant sur la poche de liquide. Même si les nausées et la fatigue devenaient des compagnes constantes, elle maintenait une bravoure qui m'humiliait. Jessica a rendu visite à l'hôpital exactement 2 fois pendant les 6 premières semaines de séjour d'Émilie. Les 2 fois, elle s'est plainte de la situation du parking et a apporté des cadeaux totalement inappropriés pour son âge, du maquillage pour une enfant trop malade pour s'en soucier, des vêtements plusieurs tailles trop grands pour grandir dedans. Mes parents venaient chaque semaine, apportant des biscuits achetés en magasin et des conversations gênantes, restant exactement 1 heure avant de trouver des raisons de partir. Lors des rassemblements familiaux, qui sont devenus moins fréquents car l'état d'Émilie dominait ma vie, Jessica mettait sa main de manière dramatique sur son cœur. Nous sommes tous tellement inquiets pour la petite Émilie, annonçait-elle avant de passer sans transition à des histoires sur les dernières réussites des jumeaux. Mes parents hochaient la tête avec sympathie lorsque le traitement d'Émilie était mentionné, mais changeaient rapidement de sujet. Ils n'ont jamais proposé de rester avec elle pour que je puisse travailler une journée complète ou me reposer correctement. Ils ne se sont jamais portés volontaires pour aider avec la montagne de paperasse médicale ou les factures d'hôpital qui couvraient ma table de salle à manger. Émilie l'a remarqué. Un soir, après leur départ suite à une visite particulièrement brève. Elle m'a regardé avec des yeux trop sages pour son âge. Mamie et papy n'aiment pas les hôpitaux, n'est-ce pas, papa? Ils sont d'une autre génération, mon cœur, ai-je dit, cherchant une explication qui ne la blesserait pas, les hôpitaux les mettent mal à l'aise. C'est bon, dit-elle, ajustant son bonnet tricoté sur sa tête chauve. Toi, tu es là tout le temps. C'est ça qui compte. Sa compréhension m'a brisé le cœur et a renforcé ma résolution. Si mes parents n'aidaient pas, je trouverais un autre moyen. Mais alors que la première série de traitements d'Émilie ne produisait pas les résultats espérés, ma détermination a commencé à se mêler d'un ressentiment croissant envers l'absence de ma famille quand nous en avions le plus besoin. 3 mois après le début du traitement d'Émilie, le docteur Graham m'a appelé dans son bureau pour discuter des derniers résultats des tests. Le protocole standard ne fonctionnait pas aussi bien qu'il l'espérait. Le cancer d'Émilie était tenace, résistant aux médicaments qui étaient censés la sauver. Il y a un centre de traitement spécialisé à Houston, a expliqué le docteur Graham, sa voix habituellement assurée teintée d'inquiétude. Ils font un travail remarquable sur des cas similaires à celui d'Émilie. Je voudrais la référer là-bas pour une évaluation et potentiellement pour leur protocole amélioré. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce que cela impliquerait? Initialement, un séjour de 2 semaines pour des tests complets et la planification du traitement. Après cela, potentiellement 6 à 8 semaines de thérapie intensive. La bonne nouvelle, c'est qu'ils observent de bien meilleurs résultats pour les cas résistants comme celui d'Émilie. J'ai posé la question que je redoutais. Qu'en est-il de la couverture d'assurance?
Son hésitation m'a tout dit. Ils couvriront les portions standards, mais le centre utilise des approches intégrées qui sont encore classées comme expérimentales. Les coûts de ma poche seraient substantiels, potentiellement 60 ou 70 000 $, y compris le voyage et l'hébergement. Ce montant aurait pu tout aussi bien être 1 million. J'avais déjà épuisé mes économies, utilisé une carte de crédit au maximum, et travaillais chaque heure libre possible. La GoFundMe avait stagné à 18 000 $, et j'avais utilisé la majeure partie de cet argent pour les factures médicales non entièrement couvertes par l'assurance. Cette nuit-là, Émilie avait une fièvre de 103 degrés. Nous avons passé la nuit aux urgences où elle a reçu des antibiotiques pour une infection, une complication fréquente avec son système immunitaire affaibli. Alors que je la regardais dormir dans le lit d'hôpital, son petit corps connecté au moniteur et aux perfusions, sa girafe en peluche serrée contre elle, j'ai pris ma décision. J'allais faire un autre appel à mes parents, mettant tout sur la table. J'ai choisi un mardi soir où je savais qu'ils seraient seuls à la maison. Jessica et sa famille étaient en voyage de ski dans le Colorado, ce que je savais parce qu'elle avait posté quotidiennement des photos des jumeaux dans des combinaisons de neige assorties, et s'était plainte de la qualité du service dans leur complexe de luxe. Mes parents semblaient surpris lorsque je suis arrivé sans prévenir. Émilie était hébergée chez Anna, la mère de sa meilleure amie de l'école, qui était devenue un soutien inestimable au cours de notre périple. « Je dois vous parler à tous les deux », ai-je dit, refusant l'offre de café de ma mère. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient légèrement. L'état d'Émilie est pire que nous ne le pensions. Les traitements locaux ne fonctionnent pas, et son médecin recommande un centre spécialisé à Houston. J'ai exposé tous les détails, les taux de réussite, le calendrier, les coûts totaux. Je leur ai montré la recommandation écrite du Dr Graham, et la brochure du centre de Houston soulignant les résultats pour les enfants atteints du type de leucémie spécifique d'Émilie. Cela pourrait lui sauver la vie, ai-je conclu, sans m'inquiéter de cacher le désespoir dans ma voix. J'ai fait tout ce qui était possible de mon côté. J'ai pris du travail supplémentaire, vendu ma voiture pour un modèle moins cher, j'ai même envisagé un deuxième prêt hypothécaire. Mais j'ai encore besoin d'aide. S'il vous plaît. C'est votre petite fille. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Ronnie, nous sympathisons avec ta situation. Vraiment. Mais nous parlons de traitements expérimentaux sans garantie. À notre âge, nous devons être extrêmement prudents avec nos finances. Ce que ton père dit, a interrompu ma mère, c'est que nous vivons maintenant avec un budget serré. Notre retraite doit durer potentiellement 20 ans ou plus. Je ne demande pas le montant total, ai-je rétorqué, la frustration montant. Même 10 ou 15 000 $ aiderait énormément. Je peux continuer à prendre des quarts de travail supplémentaires, peut-être trouver un autre prêt pour le reste. Mon père a secoué fermement la tête. Nous n'avons tout simplement pas ce genre de liquidité disponible. Ce ne serait pas financièrement judicieux. Judicieux, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré ma détermination à rester calme. Nous parlons de la vie d'Émilie. Et nous prions pour elle tous les jours, a dit ma mère, tendant la main pour prendre la mienne, que j'ai retirée. Dieu a un plan, même quand nous ne le comprenons pas. Je me suis levé, rassemblant les papiers qu'il n'avait pas pris la peine d'examiner attentivement. C'est donc ça. Votre petite fille a besoin d'un traitement vital et vous dites non. Nous disons que nous ne pouvons pas, a corrigé mon père, indiquant que la conversation était terminée. Il y a une différence. J'ai quitté leur maison cette nuit-là avec une clarté que je n'avais pas eue auparavant. Mes parents n'aideraient pas Émilie. Je devrais trouver un autre moyen ou accepter le traitement standard et son taux de succès plus faible. Le contraste entre ma lutte et le réseau de soutien qui s'est manifesté autour de nous est devenu de plus en plus frappant. Mon superviseur à l'hôpital a réorganisé les horaires pour répondre à mes besoins et a lancé une collecte de fonds des employés. L'école d'Émilie a organisé une marche qui a permis de récolter près de 3 000 $. Des inconnus ont contribué à notre GoFundMe actualisé après qu'une chaîne d'information locale ait diffusé un reportage de suivi. Pendant ce temps, ma famille restait visiblement absente. Jessica envoyait des SMS occasionnels demandant des nouvelles, mais parvenait toujours à mentionner les réalisations de ses propres enfants dans la même conversation. Comment va Émilie après son traitement? Au fait, Alexander vient d'être sélectionné pour le programme des surdoués à l'école. Mes parents appelaient chaque semaine avec des conversations brèves et gênantes qui ne reconnaissaient jamais notre dernière discussion et n'offraient aucune aide pratique. Ils ont envoyé à Émilie un panier cadeau d'un détaillant en ligne avec une carte pré-imprimée disant « Remets-toi bientôt »,
comme si elle avait un rhume, pas le cancer. 2 mois après mon appel infructueux à mes parents, lors d'un dîner dominical auquel j'avais assisté à contre-cœur parce qu'Emily avait spécifiquement demandé à voir ses cousins, Jessica a fait une annonce qui allait planter la première graine de ma découverte ultérieure. « Nous avons de bonnes nouvelles », a-t-elle dit, faisant teinter sa fourchette contre son verre de vin pour attirer l'attention. Les garçons ont été acceptés à l'Académie Westfield pour l'année prochaine. Mes parents ont explosé de félicitations enthousiastes tandis que j'essayais de situer le nom. C'est l'école privée la plus prestigieuse de l'État, a expliqué Jessica, interprétant clairement mon silence comme de l'ignorance plutôt que de l'épuisement dû à une autre nuit à l'hôpital avec Emily. Ils n'acceptent que 20 élèves par année, et les avantages éducatifs sont tout simplement sans pareil. C'est merveilleux, a gazouillé ma mère. Les garçons méritent la meilleure éducation possible. Bien sûr, les frais de scolarité sont substantiels, a continué Jessica avec un soupir habitué. 32 000 $ par an et par enfant. Mais Richard et moi sommes d'accord sur le fait qu'aucun investissement n'est plus important que l'avenir de nos enfants. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. 64 000 $ annuellement, presque exactement le montant nécessaire pour le traitement spécialisé d'Emily. J'ai regardé mes parents, qui n'ont montré aucune réaction aux chiffres qui avaient été jugés impossibles lorsqu'il s'agissait de la vie de leur petite fille. « Comment allez-vous gérer cela » ai-je demandé à Jessica, mon ton plus pointu que je ne l'avais voulu. Elle a balayé la question avec dédain. « Nous allons nous débrouiller. Les sacrifices pour l'éducation en valent toujours la peine. » Pendant le reste du dîner, j'ai observé mes parents discuter avec animation de leurs perspectives éducatives pour les garçons, leur fierté et leur excitation évidente, contrastant fortement avec leur attitude sombre et distante chaque fois que le traitement d'Emily était mentionné. La graine de la suspicion était plantée, mais dans ces moments-là, j'étais trop concentré sur les besoins immédiats d'Emily pour l'arroser. Le centre de traitement de Houston devrait attendre. Nous continuerions à nous battre avec les ressources dont nous disposions, et je continuerai à chercher des moyens de payer l'option plus avantageuse. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que la vérité était bien pire que ce que je soupçonnais, et qu'elle ne serait révélée que lorsqu'il serait trop tard pour faire une différence pour ma fille. L'état d'Emily s'est détérioré régulièrement au cours des 4 mois suivants. Les traitements standards continuaient de ne pas suffire, et les infections devenaient plus fréquentes et sévères à mesure que son système immunitaire s'affaiblissait. Les séjours à l'hôpital passaient de jours à des semaines. J'ai pris un congé maladie familiale, survivant grâce à mes économies et à la générosité du fonds d'urgence des employés de l'hôpital. Malgré tout, Emily restait ma fille courageuse. Les bons jours, nous jouions à des jeux de société dans sa chambre d'hôpital ou regardions des émissions de pâtisserie auxquelles elle était devenue obsédée. Elle dessinait des conceptions élaborées de gâteaux qu'elle prévoyait de faire quand j'irais mieux. Les jours plus difficiles, quand la douleur et les nausées la submergeaient, elle parvenait toujours à remercier ses infirmières et à s'excuser d'être trop fatiguée pour jouer. Le docteur Graham a continué à plaider pour le traitement de Houston, allant même jusqu'à contacter le centre pour négocier les coûts et explorer les options d'aide caritative. Mais le temps jouait contre nous. Les derniers scanners d'Emily montraient que le cancer se propageait à son système nerveux central, réduisant considérablement ses chances de guérison sans le traitement spécialisé que nous ne pouvions pas nous permettre. À l'approche de l'hiver, Emily était trop faible pour quitter l'hôpital. Je dormais dans le fauteuil inclinable à côté de son lit chaque nuit, ne rentrant qu'une douche et un changement de vêtements. Mes parents venaient une fois par semaine, restant brièvement et semblant toujours soulagés de partir. Jessica venait une fois par mois au maximum, généralement lorsqu'elle se trouvait dans le coin pour autre chose. Un matin de neige en janvier, avec une faible lumière hivernale filtrant à travers la fenêtre de l'hôpital, l'état d'Emily s'est aggravé. Sa respiration est devenue difficile, ses niveaux d'oxygène chutant malgré l'oxygène d'appoint. L'équipe médicale a travaillé pendant des heures pour la stabiliser, tandis que je restais collé au mur de sa chambre, priant un Dieu auquel je ne croyais peut-être plus. Ce soir-là, alors que les moniteurs émettaient des bips réguliers en arrière-plan, Emily a ouvert les yeux et m'a regardé avec une clarté surprenante. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Je suis fatigué de me battre. » J'ai pris sa petite main, en faisant attention à la perfusion. « Je sais, mon cœur. Tu as été si courageuse. Est-ce que c'est bon si je me repose maintenant ?» La question a brisé quelque chose en moi, mais j'ai réussi à garder la voix stable. « Oui, Emily. C'est bon. Je serai juste là avec toi. » Elle a souri faiblement. « Je t'aime, papa. Pour toujours et à jamais, et l'infini. » Pour toujours et à jamais,
et l'infini plus 1, ai-je répondu, notre échange habituel depuis qu'elle avait 4 ans. Émilie est morte paisiblement dans son sommeil cette nuit-là. Elle avait 10 ans. Je suis resté assis en tenant sa main pendant des heures après, incapable de comprendre un monde qui continuerait à tourner sans elle. Les funérailles étaient petites. Les professeurs et camarades d'Émilie, les voisins, mes collègues, et le personnel médical qui était devenu comme une famille au cours de l'année précédente. Mes parents étaient présents, bien sûr, l'air correctement sombre, mais étrangement détaché, comme s'ils assistaient au service d'une connaissance lointaine plutôt qu'à celui de leur petite fille. Jessica est arrivée en retard et est partie tôt, invoquant les cours de natation des jumeaux. Les semaines qui ont suivi la mort d'Émilie se sont déroulées dans un brouillard, j'ai repris le travail parce que la routine était la seule chose qui me maintenait fonctionnel. Les amis prenaient de mes nouvelles régulièrement, déposant des repas que je touchais à peine, et offrant une compagnie que j'acceptais rarement. Mes parents appelaient occasionnellement avec des condoléances gênantes qui ne reconnaissaient jamais les mesures désespérées qui auraient pu la sauver. 6 mois après avoir perdu Émilie, j'existais plutôt que de vivre. Ma maison était toujours remplie de ses affaires, ses animaux en peluche disposés sur son lit, ses dessins magnétisés sur le réfrigérateur, ses chaussures encore près de la porte. Je ne pouvais pas me résoudre à les ranger, comme si le faire effacerait la dernière preuve tangible de sa réalité. C'est au cours de cette période de deuil engourdi que j'ai fait la découverte qui mènerait finalement à la confrontation à la table du dîner de mes parents. Mon père a appelé un après-midi, inhabituellement agité, expliquant que leur ordinateur à la maison avait des problèmes et demandant si je pouvais venir le réparer. Dans des circonstances normales, je lui aurais suggéré un dépannage de base par téléphone, mais l'idée d'une tâche pratique, quelque chose de concret que je pourrais réellement réparer, m'attirait. Je suis arrivé pour trouver mes parents sur le point de partir pour un rendez-vous chez le médecin qu'ils avaient oublié. « Laisse-toi entrer et regarde », m'a dit mon père en me tendant la clé de rechange. Nous ne devrions pas être partis plus d'1 heure ou 2. Seul dans leur maison, je me suis assis devant l'ordinateur de bureau dans leur bureau à domicile. Le problème était mineur, plusieurs fenêtres de navigateur et onglets ralentissaient les choses. Mais en fermant les programmes en excès, j'ai remarqué une feuille de calcul laissée ouverte en arrière-plan. Le nom du fichier a attiré mon attention, Fonds d'éducation des petits-enfants LSX. Je savais que je devais simplement la fermer et terminer ma tâche. Mais une certaine curiosité, suspicion, ou peut-être le souvenir d'Émilie, m'a poussé à regarder de plus près. La feuille de calcul détaillait des paiements réguliers à l'Académie Westfield, l'école privée des jumeaux de Jessica. Des paiements de 32 000 $ par enfant et par an. Des paiements qui avaient commencé il y a 2 ans, pendant le traitement d'Émilie. Les mains tremblantes, j'ai fait défiler le document, trouvant non seulement les frais de scolarité, mais aussi des dépôts dans un compte d'épargne études futures établi à la naissance des jumeaux. Le compte contenait actuellement plus de 120 000 $ destinés à leurs études universitaires. Un malaise grandissait dans mon estomac lorsque j'ai ouvert leur logiciel de gestion financière, toujours connecté sur l'ordinateur. J'y ai trouvé des preuves d'un portefeuille d'investissement substantiel, d'une propriété de vacances en Floride dont je n'avais jamais entendu parler, et d'actifs liquides qui dépassaient de loin le revenu de retraite fixe qu'ils prétendaient ne pas pouvoir engager pour aider. J'ai fait des captures d'écran et des photos des preuves avec mon téléphone. Mon esprit luttait pour traiter ce que je voyais. Mes parents avaient menti. Ils avaient de l'argent, beaucoup d'argent, et avaient choisi de l'investir dans les enfants de leur fille préférée tout en refusant d'aider à sauver la vie de leur petite fille. Quand j'ai entendu leur voiture rentrer dans l'allée, j'ai rapidement tout fermé, à l'exception des fenêtres du navigateur original que l'on m'avait demandé de réparer. J'ai terminé la tâche, accepté mécaniquement leurs remerciements avec un sourire de bois, et suis parti avant que mes émotions grandissantes ne me trahissent. En rentrant chez moi, tout le poids de la découverte s'est abattu sur moi. Ce n'était pas seulement qu'ils auraient pu aider mais qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. C'était qu'ils avaient activement menti sur leur situation financière tout en finançant des luxes éducatifs pour les jumeaux. Le contraste était si frappant, si cruel, que je ne pouvais formuler aucune réponse cohérente. Émilie serait peut-être encore en vie s'ils avaient aidé. Cette pensée tournait en boucle alors que je garais ma voiture dans mon allée et restais assis, incapable de bouger, fixant la balançoire vide dans le jardin qu'Émilie n'utiliserait jamais plus. Les jours qui ont suivi ma découverte ont été parmi les plus sombres que j'ai vécus depuis la mort d'Émilie. Le choc initial a cédé la place à des vagues d'émotions qui menaçaient de me submerger, une rage si intense qu'elle me laissait tremblant, un chagrin qui se rouvrait comme une plaie fraîche, une trahison qui ternissait chaque souvenir de famille. J'ai évité mes parents, trouvant des excuses pour manquer les 2 dîners du dimanche suivant.
j'ai cessé de répondre à leurs appels, ne répondant que par de courts textos, prétendant être occupé ou ne pas me sentir bien. Les messages occasionnels de Jessica ont reçu des réponses tout aussi courtes. Je ne pouvais pas me faire confiance pour interagir avec l'un d'eux sans que la vérité n'éclate d'une manière que je pourrais regretter. Le sommeil, déjà difficile depuis le décès d'Emily, est devenu presque impossible. Je restais éveillé, revivant des moments de son traitement, son courage lors des procédures douloureuses, ses excuses d'être coûteuse après avoir surpris une conversation sur les factures médicales, sa conviction que tout irait bien parce que les familles prennent soin les unes des autres. Chaque souvenir portait désormais la connaissance empoisonnée que l'aide était disponible mais délibérément retenue. Pendant la journée, je fonctionnais en pilote automatique. Le travail offrait une distraction bienvenue, mais les soirées dans la maison trop silencieuse d'Emily devenaient insupportables. Je me retrouvais à conduire sans but, parfois à me garer près de la maison de mes parents et à rester assis dans l'obscurité, imaginant des confrontations où je criais la vérité jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous son poids. Je fantasmais de les exposer publiquement, de montrer les preuves financières à la famille élargie, de les publier en ligne, et même de contacter le journal local qui avait couvert les collectes de fonds d'Emily. Dans mes moments les plus sombres, j'envisageais de les couper de ma vie, de changer complètement mon numéro de téléphone et de déménager sans laisser d'adresse. 2 semaines après ma découverte, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide pour traiter ces émotions avant qu'elles ne me consument. J'ai contacté un conseiller en deuil qui s'était manifesté après les funérailles d'Emily, planifiant une session d'urgence. Le docteur Lynette Marshall écoutait sans jugement pendant que je déversais toute l'histoire, les années de favoritisme, les supplications ignorées, la découverte dévastatrice de leurs finances, et le fonds d'éducation des jumeaux. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ai-je dit, ma voix s'éraillant d'avoir trop parlé, c'est comment ils ont pu faire cela. Comment quelqu'un peut-il choisir une école privée pour des petits-enfants en bonne santé plutôt qu'un traitement vital pour un enfant malade? Elle a considéré ma question attentivement. Parfois, les gens construisent des récits sur l'équité qui ne sont pas vraiment équitables du tout. Ils peuvent se dire qu'ils sont équitables en investissant dans tous les petits-enfants selon des plans prédéterminés, quelles que soient les circonstances changeantes. Mais Emily avait besoin de cet argent pour vivre, ai-je rétorqué. Je sais, dit-elle doucement. Et il n'y a aucune justification pour leur choix, mais comprendre les motivations possibles pourrait vous aider à décider comment procéder. Au cours des sessions suivantes, le docteur Marshall m'a aidé à explorer les options pour faire face à cette trahison. Le désir de vengeance restait fort, mais elle m'a encouragé à considérer ce qu'Emily aurait voulu et ce qui m'aiderait finalement à guérir. Exposer publiquement mes parents pourrait apporter une satisfaction momentanée, a-t-elle reconnu, mais il faut considérer si cela correspond à vos valeurs ou aux souvenirs d'Emily. Il existe des moyens d'aborder cela directement sans tout brûler. Nous avons discuté des limites, du pardon par opposition à la réconciliation, et de la manière d'honorer l'héritage d'Emily tout en protégeant mon propre bien-être. Au cours de ces conversations, une vérité est devenue de plus en plus claire, le silence n'était pas une option. La connaissance secrète me rongeait de l'intérieur. Pour que toute guérison commence, la vérité devait être exprimée à voix haute. Et si je coupais simplement les ponts avec eux, ai-je demandé lors d'une session. Ne plus jamais les revoir. C'est absolument une option, vous avez raison, a déclaré le docteur Marshall. Mais demandez-vous si vous seriez satisfait sans d'abord leur dire pourquoi. Les vérités non dites ont tendance à nous suivre, même dans l'éloignement. Alors que je luttais avec ces questions, ma mère m'a appelé pour m'inviter à leur dîner de 40e anniversaire de mariage. Juste la famille, a-t-elle insisté. Jessica, Richard, les garçons et toi. Tu nous as manqué au dîner du dimanche. Le timing semblait être soit une ironie cosmique, soit une opportunité parfaite. Après en avoir discuté avec le docteur Marshall, j'ai décidé d'accepter l'invitation. Si je devais les confronter, ce cadre une célébration des liens familiaux me semblait approprié. Dans les jours précédant le dîner, je me suis préparé méthodiquement. J'ai fait des copies des preuves financières et les ai rangées dans un dossier. J'ai noté les points clés que je voulais aborder, sachant que les émotions pourraient obscurcir mes pensées sur le moment. J'ai répété ce que j'allais dire, me concentrant sur les faits plutôt que sur les accusations, bien que la distinction semblât académique lorsque les faits eux-mêmes étaient si accablants. Le docteur Marshall m'a aidé à fixer des limites pour la confrontation. Vous ne pouvez pas contrôler comment ils réagiront, m'a-t-elle averti. Ils pourraient devenir sur la défensive, tout nier, ou essayer de vous dépeindre comme irrationnel à cause du deuil. Soyez prêts à cela. Et s'ils s'excusent, ai-je demandé, même si je pouvais difficilement l'imaginer.
Alors vous devrez décider ce que cela change, si tant est que cela change quelque chose pour vous. Les excuses n'effacent pas les conséquences et ne ramènent pas Émilie. La veille du dîner, j'ai rendu visite à la tombe d'Émilie pour la première fois depuis des semaines. La petite pierre tombale présentait une girafe sculptée, son animal préféré, et l'inscription « Pour toujours et à jamais » et l'infini. Je me suis assis sur l'herbe à côté d'elle, regardant les couleurs du coucher de soleil peindre le ciel. Je ne sais pas si je fais la bonne chose, ai-je dit à voix haute. Mais je ne peux pas continuer à prétendre que tout est normal quand ce ne l'est pas. Ils auraient dû t'aider. Ils auraient pu, et ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrai jamais pardonner. Une légère brise a agité les fleurs que j'avais apportées, et un instant, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'échappait depuis ma découverte. Quoi qu'il arrive demain, dire la vérité honorerait mieux la mémoire d'Émilie que de préserver une façade d'harmonie familiale bâtie sur des mensonges. Je t'aime, ma grande, ai-je murmuré en me levant pour partir. Pour toujours et à jamais, et l'infini plus saint. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une clarté étrange. Demain serait difficile, peut-être dévastateur, mais nécessaire. Émilie avait affronté sa maladie avec courage et honnêteté. Je pouvais affronter ma famille avec la même chose. Le dîner d'anniversaire de mes parents était prévu à 18h un samedi soir d'août. Je suis arrivé ponctuellement, un petit sac cadeau contenant un cadre photo à la main, maintenant les apparences jusqu'à ce que le moment soit venu. Leur maison était comme toujours, pelouse méticuleusement entretenue, couronne saisonnière sur la porte d'entrée, photos de famille disposées avec soin sur la table de l'entrée. La familiarité était déconcertante face à ma nouvelle compréhension des secrets cachés dessous. Jessica, Richard et les jumeaux étaient déjà là, les garçons courant dans la maison en polos assortis tandis que Jessica sirotait du vin dans le salon. Ma mère m'a embrassé avec son habituel câlin bref, commentant ma perte de poids. Mon père m'a tapoté l'épaule, sa salutation habituelle qui passait pour de l'affection dans son répertoire. « Tu nous as manqué ces dernières semaines », a dit ma mère en acceptant le cadeau avec un sourire habituel. « C'est bon de vous avoir tous réunis à nouveau. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour répondre naturellement. Le dossier contenant les preuves semblait incroyablement lourd dans la poche de ma veste. Le dîner était élaboré, rôti de bœuf spécial de ma mère, petits pains frais, légumes rôtis de leur jardin, et un gâteau au chocolat décadent pour le dessert. La salle à manger brillait avec leurs plus belles vaisselles et leurs verres en cristal, un contraste frappant avec la nourriture de cafétéria d'hôpital dont j'avais vécu pendant les derniers mois d'Émilie. La conversation coulait autour de moi, principalement centrée sur les réussites des jumeaux et le récent week-end spa de Jessica. J'ai fourni des réponses minimales lorsqu'on m'adressait directement la parole, observant avec quelle facilité ma famille continuait sans reconnaître la chaise vide où Émilie aurait dû être. Le premier déclencheur réel est survenu lorsqu'Alexander a mentionné son nouveau cours de sciences à l'Académie Westfield. « Papy, ils ont un vrai laboratoire. Nous allons utiliser des microscopes la semaine prochaine. » « C'est merveilleux », s'est enthousiasmé mon père. « Une bonne base scientifique est inestimable. C'est exactement pourquoi nous voulions que vous, les garçons, soyez dans une école de qualité. Nous voulions. » L'admission décontractée de leur implication a provoqué une chaleur montant à mon visage. J'ai pris une longue gorgée d'eau, me forçant à respirer calmement. À mi-chemin du plat principal, ma mère a levé son verre de vin. J'aimerais porter un toast à 40 ans de mariage, à notre belle famille, et au fait d'être toujours là les uns pour les autres dans les défis de la vie. Les mots « être là les uns pour les autres » m'ont frappé comme un coup physique. Jessica a immédiatement enchaîné avec son propre toast, se levant pour s'assurer que toute l'attention était sur elle. « Aux parents les plus généreux que l'on puisse souhaiter », a-t-elle dit, sa voix sirupeuse. « Maman et papa, vous avez toujours fait passer la famille en premier, et votre soutien signifie tout pour nous. » Les jumeaux, visiblement coachés, ont ajouté leur propre hommage. « Merci, mamie et papy, de nous aider à aller à la meilleure école du monde. » Je me suis senti physiquement mal. Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais ma fourchette, la nourriture désormais sans goût dans ma bouche. La confrontation soigneusement scénarisée que j'avais prévue s'est évaporée, remplacée par un besoin viscéral de dire la vérité qui avait été enfouie trop longtemps. « Combien coûte l'Académie Westfield déjà ?» ai-je demandé, ma voix coupant l'atmosphère sentimentale. Jessica a semblé agacée par l'interruption de son moment. « Pourquoi demandes-tu ? » Juste curieux du chiffre exact, ai-je dit, maintenant un calme que je ne ressentais pas, 32 000 $ par an et par enfant, a répondu Richard,
ignorant l'attention. Cela vaut chaque centime pour l'avantage éducatif, cependant. 64 000 $ annuellement, ai-je dit lentement, regardant droit dans les yeux de mes parents. C'est un engagement considérable. Mon père s'est mal à l'aise. L'éducation des garçons est importante. Assez importante pour établir un fonds spécial, ai-je continué, me penchant pour sortir le dossier de ma veste. Un fonds d'éducation pour les petits-enfants, je crois que c'est le nom. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma mère s'est blêmi légèrement. Ronnie, de quoi parles-tu? J'ai ouvert le dossier et étalé la première page, une capture d'écran de leur feuille de calcul. C'est de quoi je parle. Le fonds que vous avez créé pour l'éducation des jumeaux, celui auquel vous contribuez depuis leur naissance, celui qui contient actuellement plus de 120 000 $ pour leurs futures dépenses universitaires. L'expression de mon père s'est durcie. Tu as fouillé dans nos informations financières personnelles. Pas intentionnellement. Je l'ai trouvé en réparant votre ordinateur. Mais ce n'est guère le point, n'est-ce pas? J'ai posé un autre document sur la table. Le point est que pendant qu'Émilie était en train de mourir, pendant que je vous suppliais de m'aider avec un traitement qui aurait pu lui sauver la vie, vous avez prétendu ne pas pouvoir vous le permettre à cause de votre revenu de retraite fixe. Jessica est intervenue. Ronnie, ce n'est vraiment pas le moment. Quand serait un meilleur moment, Jessica? Le mois prochain, l'année prochaine? Après que nous aurons tous fait semblant assez longtemps que ce qui s'est passé était inévitable? Je me suis retourné vers mes parents. Vous m'avez menti. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi de ne pas aider Émilie. Les mains de ma mère ont fluttré nerveusement. Ce n'était pas si simple, Ronnie. Nous avons des obligations financières, des plans qui étaient déjà en place. Des plans plus importants que la vie d'Émilie. Ma voix s'est brisée légèrement. Elle avait 10 ans. Elle s'est si bien battue et elle serait peut-être encore en vie si elle avait reçu le traitement recommandé par le docteur Graham. Il n'y avait aucune garantie que ce traitement expérimental fonctionnerait, a dit mon père sur la défensive. Nous devions prendre des décisions pratiques quant à l'affectation de nos ressources. Des décisions pratiques, ai-je répété les mots, au goût amer. Dites-moi, quelle était la valeur pratique de laisser mourir Émilie tout en assurant que les jumeaux puissent apprendre à utiliser des microscopes dans leur laboratoire scolaire privé? Richard a toussé maladroitement. Peut-être que nous devrions emmener les garçons dans l'autre pièce. Non, ai-je dit fermement. Ils doivent entendre cela. Ils doivent savoir ce qu'a coûté leur éducation. Ma mère s'est mise à pleurer, des larmes qui semblaient plus liées à son malaise qu'à un remords sincère. Nous aimions Émilie, a-t-elle insisté, mais nous ne pouvions pas gaspiller nos économies dans des traitements qui pourraient ne pas fonctionner. Nous devons penser à l'avenir. Émilie n'a pas d'avenir, les mots m'ont échappé plus fort que prévu, faisant sursauter les jumeaux. Elle n'aura pas la chance de grandir, ou d'aller à l'université, ou de tomber amoureuse, ou d'avoir une famille. Elle est partie et vous auriez pu aider à la sauver, mais vous avez décidé que votre portefeuille de retraite et l'éducation privée des jumeaux étaient plus importants. Jessica s'est levée, le visage rouge de colère. Ça suffit. Tu ne peux pas blâmer maman et papa pour la mort d'Émilie. Le cancer l'a tuée, pas eux. Tu cherches juste quelqu'un à blâmer parce que tu ne peux pas accepter ce qui s'est passé. J'accepte exactement ce qui s'est passé, ai-je rétorqué, luttant pour garder la voix calme. Émilie est tombée malade. Il y avait un traitement qui aurait pu la sauver. Il coûtait environ ce que vous dépensez pour les frais de scolarité privée. J'ai demandé de l'aide. Nos parents ont menti sur leur capacité à fournir cette aide tout en finançant secrètement des luxes éducatifs pour vos enfants. Mon père a repoussé sa chaise de la table. Émilie était déjà trop malade. Les médecins ont dit que ses chances n'étaient pas bonnes, même avec le traitement expérimental. Cette nouvelle rationalisation a atterri comme un coup de poing. Ce n'est pas vrai. Elle avait une probabilité de 70% avec la thérapie ciblée. Quand avez-vous parlé à ces médecins? Nous ne l'avons pas fait, a-t-il admis à contre-cœur. Mais tu dois comprendre, Ronnie, nous avons travaillé toute notre vie pour assurer la sécurité de cette famille. Nous ne pouvons pas simplement épuiser nos économies sur des paris médicaux. Un pari médical, ai-je répété, engourdi. C'est ce qu'était la vie d'Émilie pour vous. Un pari qui ne valait pas la peine d'être pris. Martha s'est essuyé les yeux avec une serviette en papier. Nous pensions.
Il semblait que la chose la plus gentille était de laisser la nature suivre son cours plutôt que de la soumettre à plus de traitements qui pourraient ne pas fonctionner. La pièce a légèrement vacillé lorsque l'impact total de ces mots m'a atteint. Vous avez décidé sans consulter ces médecins ni moi qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée, qu'il valait mieux la laisser mourir que de dépenser de l'argent que vous aviez réservé à d'autres fins. Richard a tenté une nouvelle médiation. Je suis sûr que vos parents essayaient simplement d'être pragmatiques face à une situation difficile. Les décisions de soins de santé sont complexes. Ne faites pas ça, les jeux coupés. Ce n'était pas votre décision à prendre. Ce n'était pas la leur non plus. C'était la mienne en tant que père d'Émilie et la sienne en tant que personne qui luttait pour sa vie. Et vous tous, vous nous avez privés d'options qui auraient pu la sauver. Jessica s'est levée brusquement, renversant son verre de vin. Un liquide rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang. C'est ridicule. Tu déformes tout parce que tu es toujours en deuil. Maman et papa ont toujours été justes avec nous. Juste? J'ai ri sans humour. Est-ce que c'est ce que vous appelez ça? Quand vous ont-ils déjà dit non à quoi que ce soit que tu voulais? Quand ont-ils déjà choisi mes besoins ou ceux d'Émilie plutôt que les tiens ou ceux des jumeaux? Quand Émilie a été diagnostiquée, vous avez tous traité cela comme un inconvénient pour votre récit familial parfait plutôt que comme une crise qui méritait votre soutien total. Ma mère s'est penchée sur la table vers moi, la main tremblante. Ronnie, s'il te plaît, tu dois te calmer. Nous pouvons discuter de cela rationnellement. Je suis rationnel, ai-je dit, rassemblant les documents dans le dossier. Pour la première fois depuis qu'Émilie est morte, je vois tout avec une clarté parfaite. Vous aviez un choix, et vous avez choisi les jumeaux plutôt qu'Émilie. Vous avez choisi Jessica plutôt que moi. Vous avez toujours fait ce choix, mais cette fois, cela a eu des conséquences fatales. Mon père s'est levé, le visage rougi. Ça suffit. Je ne te laisserai pas nous accuser comme ça chez nous. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux avec les ressources dont nous disposions. Ce que vous pensiez être le mieux, ai-je répété. Eh bien, félicitations pour vos 40 ans de mariage, votre merveilleux portefeuille d'investissement, et vos petits-fils doués avec leur éducation prestigieuse. J'espère que cela vous apportera du réconfort lorsque vous penserez à la petite fille que vous auriez pu aider mais avez choisi de ne pas le faire. Les jumeaux pleuraient ouvertement maintenant, confus et effrayés par le conflit d'adultes qui éclatait autour d'eux. Jessica m'a crié de partir, disant que je ruinais tout comme d'habitude. Richard a essayé de faire sortir les garçons de la pièce tandis que ma mère sanglotait de manière dramatique et que mon père exigeait que je m'excuse. Je suis resté étrangement calme alors que le chaos éclatait autour de moi. La vérité avait été dite à voix haute enfin, et quoi qu'il arrive ensuite, je savais qu'Émilie serait fière que je me sois tenu debout pour elle. Alors que les voix s'élevaient et que les accusations fusent, je me suis dirigé tranquillement vers la porte. Émilie méritait mieux de vous tous, ai-je dit depuis le seuil. Et moi aussi. Je suis parti au milieu du chaos continu, le son de la voix en colère de ma sœur et des sanglots de ma mère s'estompant alors que je fermais la porte derrière moi. Dans ma voiture, je suis resté assis un long moment, les mains tremblantes alors que l'adrénaline pompait dans mon système. Pour la première fois depuis la découverte de la vérité sur les finances de mes parents, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. La confrontation ne s'était pas déroulée comme prévu. Elle avait été plus désordonnée, plus brute, moins articulée, mais le fardeau de la connaissance inexprimée avait finalement été levé. La voix d'Émilie semblait résonner dans mon esprit, « La vérité vous libère, papa. C'est ce que tu m'as toujours dit. » Et en m'éloignant de la maison de mes parents cette nuit-là, j'ai ressenti les premiers pas hésitants vers la liberté des chaînes de l'obligation familiale qui m'avaient ligoté si longtemps. Cette nuit, après la confrontation, j'ai conduit à travers des rues calmes. Le poids des décennies s'était enfin envolé de mes épaules. Le chaos que j'avais laissé derrière moi au dîner d'anniversaire de mes parents, les cris, les larmes, les accusations semblaient lointains, déjà séparés de moi par la vérité qui avait enfin été exprimée à voix haute. Chez moi, je me suis versé un petit verre de whisky et me suis assis sur la terrasse arrière, regardant les étoiles qu'Émilie et moi avions l'habitude de compter ensemble. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai dormi toute la nuit sans cauchemar ni interruption. Un sommeil paisible, sans rêve, qui ressemblait au premier vrai repos que j'avais eu depuis des années. Les conséquences sont arrivées par vagues les jours suivants. Mon téléphone s'est rempli d'appels manqués et de messages, des diatribes en colère de Jessica m'accusant de cruauté et d'égoïsme, des messages vocaux larmoyants de ma mère plaidant pour la compréhension, des textos brefs de mon père exigeant des excuses.
Richard m'a envoyé un message maladroitement formel, suggérant une thérapie familiale. J'ai lu ou écouté chacun d'eux, mais n'ai répondu à aucun, ayant besoin d'espace pour traiter mes propres émotions avant de m'engager dans les leurs. Les amis qui connaissaient Émilie ont remarqué le changement chez moi immédiatement. « Tu sembles différent », a observé Anna, la mère de la meilleure amie de ma fille, quand je l'ai croisée à l'épicerie. Toujours triste, mais plus léger d'une certaine manière. J'ai finalement dit la vérité. J'ai expliqué simplement ce qui s'était passé avec mes parents et le traitement qu'ils avaient refusé d'aider à financer. Anna, qui avait été témoin de mes efforts désespérés de collecte de fonds pendant la maladie d'Émilie, m'a serré le bras. Bien. Il était temps qu'ils affrontent ce qu'ils ont fait. 2 semaines après la confrontation, je me suis assis pour écrire une lettre à mes parents. Le docteur Marshall avait suggéré cette approche, un moyen de clarifier mes limites et mes attentes sans la volatilité émotionnelle d'une autre rencontre en face à face. Pendant des heures, j'ai rédigé, révisé et réécrit, cherchant l'honnêteté sans cruauté, la clarté sans compromis. Je ne peux pas changer le passé, ai-je écrit vers la fin, ni ramener Émilie. Mais je peux honorer sa mémoire en refusant de participer à la fiction selon laquelle sa mort était inévitable ou que vos choix n'ont joué aucun rôle en limitant ses options. Toute relation que nous pourrions avoir à l'avenir doit être fondée sur cette vérité, pas sur des mensonges inconfortables ou une mémoire sélective. J'ai besoin de temps et d'espace pour déterminer quel contact, le cas échéant, je souhaite avoir avec vous à l'avenir. Veuillez respecter cette limite. J'ai posté la lettre sans attendre de réponse significative. Mais l'acte de l'envoyer semblait important, une étape de plus vers la récupération de mon récit et de celui d'Émilie. Vers cette période, j'ai pris une décision concernant l'argent restant dans le fonds médical d'Émilie, environ $8 000 récoltés grâce à la campagne GoFundMe que nous n'avions pas utilisée avant sa mort. Après consultation avec le bureau de défense des patients de l'hôpital, je l'ai fait don à leur programme de recherche sur le cancer pédiatrique au nom d'Émilie. Elle aurait aimé savoir qu'elle aidait d'autres enfants, ai-je dit au docteur Graham lorsque j'ai remis le chèque. Le docteur Graham, qui s'était battu à nos côtés tout au long de la maladie d'Émilie, m'a serré dans ses bras pour la première fois. C'était une enfant extraordinaire, le genre qui laisse une marque sur le monde, même dans une courte vie. Cette conversation a suscité une autre idée. En collaboration avec l'ancienne directrice d'école d'Émilie, j'ai créé une petite bourse commémorative en son nom, le prix du courage Émilie Foster, décerné à un élève démontrant une bravoure exceptionnelle face à l'adversité. Le prix annuel de $500 n'était pas important, mais il garderait sa mémoire vivante dans une communauté qui nous avait soutenus pendant nos jours les plus sombres. Jessica a continué à alterner entre des messages en colère et des supplications larmoyantes pour la réconciliation, sans jamais vraiment reconnaître le problème central. Après plusieurs semaines, j'ai finalement répondu par un courriel bref mais direct. Je ne suis pas intéressé à prétendre que rien ne s'est passé ou que notre dynamique familiale est saine. Si vous voulez une relation à l'avenir, elle doit commencer par l'honnêteté. Cela signifie reconnaître le favoritisme qui façonne notre famille depuis des décennies et les conséquences dévastatrices des choix faits pendant la maladie d'Émilie. Tant que cela ne se produit pas, j'ai besoin de distance. Sa réponse fut prévisiblement défensive, mais contenait le premier indice d'une croissance potentielle. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as caractérisé les choses, mais je suis désolé pour Émilie. Je sais que l'éducation des jumeaux est un sujet sensible. Peut-être que nous pourrons en parler un jour quand les choses ne seront plus aussi douloureuses. Ce n'était pas le règlement complet que j'aurais pu espérer, mais cela représentait une minuscule fissure dans le mur du déni, un point de départ possible pour de futures conversations, si je choisissais de les avoir. La réponse de mes parents à ma lettre est arrivée 3 semaines après que je l'ai envoyée, un message tapé formel qui ressemblait plus à une clause de non-responsabilité juridique qu'à une communication personnelle. Ils regrettaient tout malentendu concernant leur situation financière et pleuraient profondément Émilie, mais maintenaient que leur décision avait été prise de bonne foi sur la base des informations disponibles à l'époque. Aucune reconnaissance des mensonges, du favoritisme, ou de l'impact dévastateur de leur choix. J'ai classé la lettre sans répondre. Leur incapacité à faire face à la vérité a confirmé que la distance était le bon choix pour l'instant, peut-être pour toujours. Certaines relations ne peuvent pas, ne devraient pas être sauvées au détriment de l'honnêteté et du respect de soi. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, j'ai commencé à reconstruire ma vie de petites manières significatives. J'ai rejoint un groupe de soutien pour parents ayant perdu des enfants, trouvant une connexion avec d'autres personnes qui comprenaient le paysage du deuil sans avoir besoin d'explications. J'y ai rencontré Michael et Diane,
dont la fille était morte du même type de leucémie qu'Émilie 2 ans plus tôt. Notre expérience partagée a créé un lien immédiat qui a évolué vers une amitié profonde. La partie la plus difficile après la mort de Lily, a dit Diane un soir après une séance de groupe, c'est les gens qui s'attendent à ce que nous passions à autre chose après une période arbitraire. Comme s'il y avait une date d'expiration pour le manque de son enfant. Ou ceux qui agissent comme si mentionner Émilie allait d'une manière ou d'une autre me rappeler qu'elle est partie, comme si j'oubliais jamais. J'étais reconnaissant d'avoir des compagnons qui comprenaient ces aspects particuliers du deuil parental. Grâce au groupe de soutien, j'ai contacté le programme de bénévolat des hôpitaux pour enfants et j'ai commencé à passer mes samedis matins dans le service d'oncologie pédiatrique à lire aux patients ou à jouer à des jeux avec les enfants assez bien portants pour participer. Les infirmières qui avaient soigné Émilie m'ont accueilli dans ce nouveau rôle, et quelque chose de guérissant s'est produit dans ces heures données aux enfants combattant des batailles similaires aux siennes. 6 mois après la confrontation, j'ai reçu un courriel inattendu d'Alexander, l'un des jumeaux, envoyé depuis ce qui semblait être un compte de courriel scolaire. Maintenant âgé de 11 ans, il écrivait avec une maturité surprenante à propos du manque d'Émilie et de sa confusion face au conflit familial. Maman dit que c'est des trucs compliqués d'adultes, mais je me souviens quand Émilie était malade et j'aurais aimé que nous puissions aider davantage. Je pense souvent à elle. J'ai répondu avec soin, le remerciant pour ses aimables paroles sur Émilie et le rassurant que le conflit entre les adultes n'était pas sa responsabilité ni sa faute. Émilie pensait que toi et William étiez les cousins les plus cools de tous les temps, lui ai-je dit honnêtement. Elle a gardé les cartes d'anniversaire que vous lui avez faites sur son tableau d'affichage jusqu'à la fin. Cet échange, simple en soi, m'a rappelé que la prochaine génération pourrait briser les schémas dysfonctionnels si on lui en donnait l'occasion. Les garçons n'avaient pas choisi leurs avantages ni créé l'iniquité. Ils étaient simplement des enfants bénéficiant des priorités problématiques de leurs grands-parents. Alors que le premier anniversaire de la mort d'Émilie approchait, j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. J'ai invité mes parents, Jessica et sa famille, à se joindre à un petit rassemblement commémoratif dans le parc préféré d'Émilie. Ceci n'est ni une réconciliation ni un prétexte que rien n'a changé, ai-je écrit dans l'invitation. C'est simplement une occasion de nous souvenir d'Émilie ensemble. Si vous choisissez d'assister. Je m'attendais à des refus enveloppés d'excuses, mais à ma grande surprise, ils sont tous venus. Le mémorial fut bref et en grande partie silencieux, le lâcher de ballons biodégradables, la lecture du poème préféré d'Émilie, et un moment de réflexion près de l'étang au canard qu'elle aimait tant. Mes parents semblaient plus âgés que je ne m'en souvenais, plus fragiles d'une certaine manière. Jessica est restée à distance, mais a établi un contact visuel pour la première fois depuis des mois, une reconnaissance silencieuse passant entre nous. Aucune guérison miraculeuse ne s'est produite, aucune réconciliation larmoyante ou excuse dramatique. Mais dans ce moment partagé à se souvenir d'Émilie, quelque chose de subtil a changé. Nous avions reconnu sa vie et sa perte ensemble, sans prétexte ni déviation. Ce n'était pas le pardon, je n'étais pas sûr que ce soit jamais possible, mais c'était peut-être le premier pas vers un type de vérité différent. Dans les années qui ont suivi cette confrontation à la table du dîner, j'ai appris que la guérison n'est ni linéaire ni rarement complète. Il y a encore des jours où le chagrin me submerge, où la colère face à la trahison de mes parents brûle fort, où l'absence d'Émilie ressemble à une blessure physique. Mais il y a aussi des moments de paix inattendus, de gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble, de fierté pour la bravoure avec laquelle elle a fait face à chaque jour. J'en suis venu à comprendre que la famille se définit par les actions, pas par le sang, par qui se présente quand cela compte le plus, pas par qui partage votre ADN. Ma famille choisie inclut maintenant Anna et sa fille Lily, Michael et Diane du groupe de soutien, des collègues devenus amis pendant la maladie d'Émilie, et des voisins qui apportent encore des repas occasionnels juste parce que. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe que je ne l'imaginais la nuit où j'ai confronté mes parents. La dire était nécessaire à ma guérison, mais cela ne pouvait pas changer le passé ni ramener Émilie. Cela ne pouvait pas faire en sorte que mes parents comprennent la profondeur de leur trahison ou transformer magiquement notre dynamique familiale. Ce que cela a fait, c'est me libérer de l'obligation de prétendre, d'accepter des miettes d'amour conditionnel, de participer à un récit familial bâti sur le favoritisme et le déni. Émilie m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination à y faire face quand même. En son honneur, j'essaie de vivre avec ce même courage, affrontant le deuil, la vérité et l'avenir, un jour à la fois. Sa voix me guide toujours dans les moments calmes, pour toujours et à jamais, et l'infini. Papa, pour toujours et à jamais, et l'infini plus sain. Ma fille courageuse, ta vie a compté. Ton histoire mérite d'être racontée. Et la vérité,
aussi douloureuse soit-elle, honore mieux ta mémoire que les mensonges confortables ne l'auraient jamais fait.